Le moment tant attendu est arrivé. Le pape Léon XIV a signé ses premières nominations à la curie romaine, et la nouvelle a déjà choqué beaucoup de monde, à l'intérieur comme à l'extérieur des murs du Vatican. Restez avec moi, car de ces noms commence à émerger l'empreinte que Léon donne à son pontificat, une empreinte destinée à peser sur l'Église pour les décennies à venir. Les premières décisions concrètes du pape Léon XIV concernant la curie romaine sont arrivées, et comme cela arrive souvent dans ces cas-là, elles n'ont laissé personne indifférent. Hier après-midi, un communiqué officiel surprise a annoncé les nouvelles nominations au dicaster pour le clergé. L'annonce, intervenue juste avant le week-end, a suscité des réactions mitigées. D'un côté, certains voient des signes de continuité avec l'approche précédente, tandis que de l'autre, certains voient une nouvelle consolidation de l'approche synodale souhaitée par son prédécesseur. La liste comprend des noms déjà connus du public catholique, et il ne manque pas de personnalités dont les positions ont suscité de vifs débats dans le passé. La réaction a été immédiate. Les commentateurs les plus proches de la tradition ont parlé sans détour d'un tableau inquiétant, notant qu'au moins 5 noms sur 7 appartiennent à l'aile progressiste de l'Église. Plusieurs ont souligné que la décision d'annoncer ces décisions vendredi après-midi n'est pas une coïncidence. C'est une pratique bien connue dans les milieux politiques et médiatiques de enterrer les nouvelles gênantes à un moment où l'attention du public est limitée. Qu'il s'agisse d'une stratégie ou d'une coïncidence, le résultat est que les premiers gestes du nouveau pontife ont déjà suscité un débat houleux, plaçant le pontificat de Léon XIV sous le regard scrutateur des observateurs et des fidèles. Parmi les noms dévoilés, celui qui a suscité le plus de curiosité et, dans certains milieux, un certain soulagement est celui de Mamsegner Erik Varden, évêque de Trondheim, en Norvège. Sa figure se distingue dans un panorama dominé par des cardinaux déjà connus pour leur position progressiste ou, du moins, alignés sur la ligne synodale actuelle. Converti au catholicisme après un long cheminement intellectuel et monastique, Varden a passé des années comme moine trappiste avant d'être appelé par Rome à diriger un petit mais combatif diocèse au cœur d'une Europe désormais déchristianisée. Ce parcours fait de lui une figure atypique dans la géographie ecclésiale contemporaine. Il n'est pas un professionnel de la curie, il n'est pas un homme d'appareil, mais plutôt un pasteur profondément enraciné dans la spiritualité traditionnelle. C'est précisément pour cette raison que Varden est désormais perçu comme le visage positif d'un ensemble de nominations par ailleurs décourageants. Parmi les nombreuses nominations, certaines ont particulièrement retenu l'attention, car elles sont considérées non seulement comme importantes, mais aussi comme potentiellement source de division. Il ne s'agit pas de noms secondaires, ce sont des personnalités occupant des postes clés au sein de la curie, avec la possibilité concrète d'influencer les décisions et les politiques des années à venir. C'est précisément là qu'émergent les profils les plus controversés. Le cardinal Luis Antonio Tagle, ancien pro-préfet du dicaster pour l'évangélisation, rejoint officiellement le dicaster pour le clergé. Sa renommée le précède, aimé par certains pour son style de communication direct et populaire, critiqué par d'autres pour ses manières, jugé trop spectaculaire et peu sobre. On se souvient de lui, par exemple, pour ses prestations de chant et ses moments de légèreté qui ont fait la une de la presse internationale. Plus controversée, cependant, est la façon dont il a géré ses précédentes missions à Rome, avec des résultats peu reluisants. Pourtant, Léon XIV le place dans une position à partir de laquelle il peut influencer la formation et la gouvernance des prêtres, un domaine crucial pour l'avenir de l'Église. Le cardinal Arthur Roche, préfet du dicaster pour le culte divin et la discipline des sacrements, conserve non seulement son rôle, mais est également inclus comme membre du dicaster pour le clergé. C'est une double présence qui accentue son influence. Déjà figure clé de la mise en œuvre du motu proprio Traditionis Custode, Roche est connu pour son interprétation rigoureuse des directives liturgiques romaines. La décision de le confirmer et de le renforcer, malgré son 75e anniversaire, qui marque normalement la date de la retraite, semble être une intention claire.
assurer la continuité d'un chemin qui n'entend pas reculer. Le cardinal Mario Grech, secrétaire général du secrétariat du synode, a également été nommé membre du dicaster pour le clergé. Maltais, fort d'une solide expérience diplomatique et théologique, il est l'un des architectes du cycle synodal et l'un des promoteurs de ce que l'on appelle la nouvelle ecclésiologie. Sa position au sein de ce dicaster a une signification précise. Non seulement coordonner le travail du synode, mais aussi influencer la formation et la vie du clergé, entrelaçant deux fronts qui définiront le visage de l'Église dans les décennies à venir. Enfin, le cardinal Jean-Marc Aveline, archevêque de Marseille, personnalité estimée pour son intelligence et son engagement en faveur du dialogue interreligieux. Sa nomination au dicaster pour le clergé confirme l'accent mis sur un épiscopat qui privilégie les dimensions pastorales et sociales avec une sensibilité particulière aux phénomènes migratoires et à la coexistence multiculturelle. Il s'agit d'une figure internationale, souvent indiquée comme un candidat possible, et sa présence renforce l'idée d'un collège de noms qui ne sont pas choisis au hasard, mais choisis pour donner une empreinte précise au pontificat. Ensemble, ces nominations représentent non seulement un changement dans l'organigramme, mais dessinent également une orientation politique et ecclésiale. Chaque cardinal apporte avec lui un bagage de choix, de positions prises et de controverses qui entrent désormais directement dans la salle de contrôle de l'un des dicastères les plus sensibles de la curie. Le tableau qui se dégage de ces nominations laisse l'impression d'un pontificat qui, dès les premiers pas, a choisi une direction claire. Léon XIV ne semble pas vouloir marquer une discontinuité, mais plutôt consolider un chemin déjà tracé, en s'appuyant sur des hommes de confiance capables d'incarner un modèle d'Église fortement synodal, international et axé sur le dialogue culturel et social. Dans le même temps, la présence de personnalités importantes dans des ministères stratégiques indique qu'il ne s'agit pas seulement de choix cosmétiques. Le dicaster pour le clergé, ainsi renouvelé, devient le laboratoire où se décidera la formation des prêtres de demain et, par conséquent, le visage même des communautés catholiques des prochaines décennies. Les nominations n'ont pas été distribuées au hasard, mais ont touché des secteurs sensibles: liturgie, synodalité, clergé. L'impression est celle d'une curie qui se rassemble autour d'un projet précis, avec le risque que les voix critiques ou simplement plus prudentes soient marginalisées. Pour les fidèles, le message est sans équivoque. Le nouveau pape n'improvise pas, il n'accorde pas de répit, il n'ouvre pas la porte à des solutions intermédiaires. Il a choisi des hommes qui incarnent une direction précise et les a placés aux postes les plus délicats de l'appareil curial. Ainsi commence un pontificat qui ne promet aucune neutralité, mais se présente avec la force d'une vision clairement définie. L'avenir nous dira si cette vision saura maintenir l'unité de l'Église universelle ou si elle finira par exacerber les tensions internes. Mais il apparaît déjà aujourd'hui que Léon XIV a jeté le gant et que son pontificat restera dans les mémoires comme une saison de choix clairs et de rééquilibrage. Qu'en pensez-vous? Si vous avez aimé la vidéo, laissez un commentaire. Amen. Que Dieu vous bénisse.